C'est donc sous ces tentes plantées ici, à Karen, un des quartiers VIP de Nairobi, capitale de la République du Kenya, que se sont donc réunis, que se tient, ce que je veux dire, ces premiers conclaves ou ces grands conclaves de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Les opposants venus de partout à travers le monde, que ce soit en Europe, les États-Unis, le Canada, etc., ou même certains qui sont réfugiés ici dans des pays africains, ont donc répondu présent à cet appel de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Tous, ils sont unanimes et conviennent qu'il faut absolument mettre en place une dynamique collective d'unité pour aller à la lutte de cette dictature et de cette tyrannie qui s'est installée à la tête de la République démocratique du Congo, incarnée par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ces assises de 2 jours, plusieurs thèmes seront donc abordés. Le programme prévoit donc que la rencontre puisse avoir lieu pour 2 jours. On commence aujourd'hui le 14 octobre pour terminer demain le 15 octobre. Dans l'ordre du jour de cette rencontre de 2 jours, il y a notamment l'analyse approfondie de la crise que traverse la République démocratique du Congo, la définition de la réponse collective apportée à ces jours, à cette crise, les voies des sorties innovantes et efficaces à la crise, mais aussi la déclaration finale. Donc, pendant ces 2 jours, les opposants vont donc faire une sorte de microscope, une sorte d'autopsie de la situation, de ce qu'ils appellent ici la crise profonde de la situation en RDC, et puis ils tenteront justement de définir la réponse collective qu'il faut apporter à cette crise qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Enfin, au niveau de troisième point, ils vont aborder la question de voies des sorties. Une chose est d'analyser, une chose est de faire le scan en profondeur de la situation, mais une autre est également d'apporter des voies, des solutions pour sortir. Ce n'est pas venir assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides.
Une rencontre sans Katumbi, sans Fayulu, sans Sessanga, sans ceci, sans cela. On parle déjà d'un échec. Vous n'avez pas réussi à avoir tous ces gros poids lourds-là de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'unité de l'opposition sans les Katumbi, sans les Fayulu et tous ces mondes-là? Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens Lucien Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tel que Jean-Marc Kabound, on n'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte est ouverte. C'est qui parle de l'échec, c'est qui parle des morts-nés à cause de ces absences. Par rapport à quoi? Par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Fayulu est allé voir M. Chilombo, il était avec la Mouka, non? Un vol de Yeli Sessang était là. Piste de Seth Kikouni était à Kin. Ensemble de Moïse Katumbi était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Moulumba, Vouemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec, mais quel demi-échec. Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Après, vous allez condamner le Rwanda et les M23. Quand Jean-Claude Vouemba avait demandé qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres et de faire des lacs de 7 mètres avec des caïmans, des crocodiles et tout, est-ce que quelqu'un me l'avait demandé? Vous n'êtes pas la seule du Rwanda, parce que c'est comme ça qu'on vous présente aujourd'hui. Hein. Quand Jean-Claude Vouemba condamnait à Béni, à Bukemo, à l'époque, quelqu'un l'avait demandé? Quand Jean-Claude Vouemba sortait un tweet il n'y a pas longtemps, il ne faudrait pas, comme disait le général de Gaulle, que quelqu'un puisse vous dire ou, criez-en. Mais bon, parlons de M. Chilombo. Il a dit qu'il ne négocierait avec personne, à moins qu'on vienne le dégommer ou le tuer. Ce sont ses propos de Bruxelles, il y a à peine 5 jours. Mais aujourd'hui, ils sont à Doha avec qui? Aujourd'hui, ils sont à Doha avec l'M23, non? Il ne faudrait pas commencer à venir mentir le peuple congolais ainsi. Nous tous, nous voulons la paix. Père, je vous ai toujours dit, je suis le dernier fils politique que le maréchal Mobutu formé. Je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais la balkanisation du pays. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Là où nous sommes, je ne vois personne qui souhaite la balkanisation du pays. Surtout pas moi, Jean-Claude Vouemba. La déclaration se terminera à coup sûr demain par une déclaration finale. Je voudrais ici d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous donner de manière détaillée le programme. Donc aujourd'hui, le 14, les travaux ont été lancés. Il y a eu d'abord la mise en place et l'installation des délégués, l'ouverture officielle des travaux, l'allocution des bienvenus du président des séances. Il y a eu une lecture et adoption de l'ordre du jour, examen des points inscrits à l'ordre du jour, et puis après ils sont allés en pause. Le retour de la pause, ils ont donc repris les travaux et un peu tard dans la soirée, on assistera donc à la synthèse de la clôture de la première journée. Pour la journée de demain, le 15 octobre, prévue donc comme journée de clôture, il y a d'abord le matin l'accueil des participants et la reprise des travaux, et à la suite de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, une pause café, et en début d'après-midi, les participants à ces conclaves de l'opposition vont de nouveau se retrouver pour la reprise des travaux, l'adoption des résolutions du conclave, l'adoption du projet de déclaration finale, fin des travaux et lecture du communiqué final. Voilà un peu autour de ces points, c'est donc autour de ces points essentiels que s'articuleront les entretiens ou les travaux de ces conclaves de l'opposition.
Nous, CPL Télévision, nous sommes donc ici en direct à Nairobi, au Kenya, pour vous faire vivre. Nous sommes au cœur de l'actualité politique à notre pays. On vous fera donc vivre pas à pas cette rencontre de l'opposition. Tous sont d'accord. Il y a une sorte d'unanimité qui se dégage ici. C'est la dangerosité, la toxicité de M. Tshisekedi. Ils conviennent tous qu'il faut absolument mettre en place des mécanismes pour sauver la République démocratique du Congo et le débarrasser de la tyrannie et de la dictature qui le dirige à l'heure actuelle. Il est donc à peu près 18h, heure des Nairobi, ici au Kenya. C'est là que se termine donc la première journée de ces conclaves. Beaucoup ont été faits et beaucoup ont été dit selon les intervenants. D'ailleurs, je vous propose ces condensés d'interviews que nous avons eu à faire avec certains participants de cette rencontre et je vous retrouve après. Augustin Matata Ponyo, vous venez d'assister à la première journée du conclave de l'opposition. Vous êtes parmi les têtes couronnées quand même de cette opposition dans le pays. Pourquoi avoir accepté cet appel et pourquoi avoir répondu présent à ces conclaves? Bon, c'est une évidence. Aujourd'hui, tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition se réunisse. Tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition s'exprime. Tout le peuple congolais demande à ce que ces revendications soient exprimées au travers une voix qui est celle du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de l'opposition. Et donc, je ne peux que répondre positivement à l'appel de l'opposition pour former une force. Et je pense que vous l'avez suivi, et tout le monde est d'avis aujourd'hui que la voix de l'opposition, c'est celle qui va s'exprimer au terme de ces travaux. Non mais vous êtes là, vous, il y en a quand même quelques-uns de vos compatriotes de l'opposition qui ne sont pas là. Je pense à Moïse Katumbi, je pense à Fayoulou, je pense à Kabound et aux autres. Est-ce que ce n'est pas déjà un mort n'ayant pas réussi à avoir une sorte d'unanimité, d'adhésion de tout le monde par rapport à cette... Je ne pense pas, et je crois que même en pleine démocratie, il n'y a pas unanimité. L'unanimité n'existe pas. La démocratie, c'est la loi du grand nombre. Et le grand nombre est ici. Et donc, le peuple se retrouve au travers le grand nombre. C'est ça le principe de la démocratie. Ce n'est pas l'unanimité, c'est plutôt le grand nombre. Et je crois, Perrault, vous êtes un grand journaliste, vous êtes un professionnel, vous êtes à mesure de dire que le grand nombre se trouve ici. Augustin Matata, peut-être l'avant-dernière question, vraiment, ce n'est pas tous les jours qu'on vous a comme ça. Vous vous réunissez ici, déjà à l'extérieur, on vous présente comme des opposants à la solde du Rwanda, qui ne condamnent pas l'agression du Rwanda et qui ne condamnent pas la rébellion des Corneilles Nangaa. Quelle est votre position par rapport à ça? Écoutez, quand nous, on a critiqué l'agression, mais est-ce que certaines personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne l'ont jamais fait? Mais ils sont aujourd'hui au pouvoir. Je pense, Perrault, le problème le plus profond n'est pas celui de critiquer l'opposition ou de ne pas critiquer l'opposition. Le problème le plus important, c'est d'abord, est-ce qu'on travaille pour le peuple congolais? Est-ce que les salaires sont payés? Est-ce que le transport est organisé? Aujourd'hui, on nous parle du taux de change. Mais est-ce que le taux de change est en faveur du peuple ou contre le peuple? Voilà les choses les plus importantes de la vie. Parce que les gens meurent aussi de la faim. Les gens meurent de la malaria. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'unité du peuple congolais pour voir comment résoudre le problème congolais. Ça sera la dernière question. Vous êtes un ressuscité. On vous a condamné à 10 ans. Ça sera la première fois que vous vous adressez devant les médias. Votre secrétaire général, Franck Tchamala, disait que vous étiez importé, disparu. Je vous retrouve ici à Nairobi. Où vous passez votre exil et qu'est-ce que vous allez dire, première réaction quand même par rapport à... Vous êtes quand même un condamné à 10 ans. Vous êtes un évadé, si on peut le dire comme ça. Vous avez fui votre justice, la justice de votre pays. Perrault, vous êtes un professionnel, même si vous n'êtes pas juriste. Vous savez que la constitution congolaise réglemente la façon dont une personne doit être jugée, condamnée, arrêtée. Nul ne peut être jugé que conformément à la loi et selon les normes écrites par la loi.
Mais j'ai été jugé en dehors de la loi. La Constitution a été violée plus de 50 fois. Que dit la Constitution? Ce qui n'est pas conforme à la Constitution est nul et de nul fait. Donc je n'ai pas été condamné. Je n'ai pas été condamné parce que la Constitution dit que si quelqu'un est condamné en dehors de la loi, c'est nul et de nul avenir. Donc je n'ai pas été condamné. Ah, vous récusez les 10 ans de condamnation là. Mais Donc. la Constitution récuse cette condamnation. Donc je n'ai pas été condamné. Je suis content d'être en face d'un ressuscité. Merci De beaucoup. vous retrouver. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Président Frank Diongo, première journée de la rencontre du conclave de l'opposition. Quel bilan vous tirez? Pourquoi devez-vous vous retrouver ici au Kenya? D'abord, le bilan est positif. Nous sommes au Kenya parce qu'on a été senti, on s'est retrouvé dans des conditions de sécurité. C'est le pays qui nous a assuré la sécurité. De droit, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de l'avenir du Congo. On a analysé les questions profondes sur la crise et la nature de la crise. Et on a effleuré les solutions à donner à cette crise-là. La réponse est collective à donner. Et nous allons terminer les résolutions. Vous allez les attendre demain. Prenez votre mal la patience. Mais En attendant les résolutions, sans Katumbi, sans Fayoulou, sans Sanga, est-ce vraiment, c'est pas un échec déjà? Ça porte pas, c'est pas un mort-né ça? d'abord, j'ai honte de ce que j'ai vu dans les Jeunes Afrique. C'était très apolitique. J'ai beaucoup de respect pour les collègues, mais c'est une très grande réussite. Les rapports de force vont démontrer qu'ils sont du côté du peuple congolais. Nous sommes du côté de la vérité, du côté du peuple congolais. Nous respectons leurs opinions, mais je pense qu'ils ont commis une erreur grave. Mais nous allons ouvrir les portes et s'ils vont nous rejoindre, ils vont nous rejoindre. Mais s'ils ne vont pas nous rejoindre, ils vont être du côté de l'axe du mal. Parce qu'aujourd'hui, les pays ont des camps. Les camps qui aiment le changement, c'est-à-dire les camps du peuple, et les camps des prédateurs. Il n'y a pas un camp au milieu. Donc nous sommes du côté de la vérité, du côté du peuple, avec l'ancien président, les sénateurs à vie. Et l'autre camp, c'est le camp avec Chilombo, qui est le prédateur et le dictateur. Merci. Il n'y a pas un camp au milieu, il n'y a pas un troisième camp au milieu. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Tu es avec le peuple pour les changements, ou tu es avec les dictateurs pour la prédation. Merci. We can go. Alors, cher Aîné, vous venez d'assister à la première journée de ces conclaves de l'opposition. Pourquoi avoir décidé de venir alors que les autres ne sont pas là? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première journée? Nous sommes venus parce qu'il y a un problème au pays. Le pays aujourd'hui est entre les mains d'un régime dictatorial qui emprisonne les opposants et qui refuse le dialogue comme solution aux problèmes auxquels le pays est confronté. Donc nous avons été invités pour réfléchir comment trouver des solutions aux problèmes auxquels le pays fait face. Il y a aussi une lutte armée à l'est de la République démocratique du Congo. Donc le pays est dans une crise historique, jamais connue. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour réfléchir ensemble avec les autres en vue de trouver une solution à ce problème. Sans condamner le Rwanda, on dit de vous que vous êtes à la sorte du Rwanda. La plupart des opposants qui sont ici sont ceux qui n'osent pas la voix contre le Rwanda et contre la rébellion du M23. Non, j'ai toujours condamné le Rwanda, mais aujourd'hui la crise au Congo a deux dimensions. Il y a une dimension externe, il y a une dimension interne, et nous sommes en train de nous atteler à trouver des solutions dans la mesure du possible. N'oubliez pas qu'il y a une proposition, le pacte proposé par les confessions religieuses tient compte de la dimension interne et externe. Nous adhérons à ce pacte-là. Voilà pourquoi nous sommes à l'aise de venir discuter avec tous les Congolais qui pensent qu'il faut vraiment une solution aux problèmes auxquels le pays est confronté. Merci beaucoup. Franck Lichamala, vous êtes secrétaire général de LGD. Vous êtes venu de Kinshasa. Absolument. Et vous participez à ces conclaves de l'opposition. Quel bilan vous tirez de la première journée? Est-ce qu'il était important que les opposants se retrouvent? Absolument. Il était important que nous nous retrouvions pour cogiter ensemble sur les moyens qu'il faut mettre en œuvre, ensemble d'ailleurs, en unité d'esprit, en unité de cœur, les moyens qu'il faut mettre ensemble pour redonner la force aux forces politiques et aux forces sociales acquises au changement. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons recensé les moyens à notre portée, les moyens légaux d'ailleurs, les moyens constitutionnels, on les a recensés ensemble. Et nous partons d'ici satisfaits de ce que
nous avons déjà une projection d'un programme qui va sortir, qui va permettre, avec notre concours, de sortir notre pays de sa déliquescence, dans laquelle la malgouvernance l'a plongé. Une malgouvernance déployée par nos frères de l'Union sacrée qui sont en place et qui s'en vantent. Vous devez rentrer à Kinshasa, est-ce que vous n'avez pas peur? On dit que c'est la tyrannie, mais vous participez quand même à ces conclaves à l'extérieur du pays, est-ce que vous n'avez pas peur? Bon, est-ce que nous avons le choix? Est-ce que nous avons le choix? Pour les pays, pour notre peuple, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Et donc nous sommes venus de la même manière, nous allons retourner chez nous. Maintenant, si la répression nous attend au retour, eh bien, le monde constatera. Merci beaucoup. Merci. José Makila Soumanda, vous êtes un homme politique de la République démocratique du Congo. Vous venez de participer à la première journée du conclave de l'opposition. Quel bilan vous tirez? Est-ce qu'il était important que les opposants se retrouvent ici à Nairobi? Pourquoi faire d'ailleurs? Non, il a toujours été important que les opposants se retrouvent et qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction. Vous savez, quand on fait de l'opposition, c'est qu'on n'est pas d'accord avec les gouvernants. Et on doit avoir aussi un programme alternatif. Ce n'est pas parce qu'en restant dans l'opposition qu'on ne doit pas avoir un programme. On doit savoir qu'est-ce qu'on va faire si jamais demain on a le pouvoir. Et on doit savoir comment mettre fin à la dictature qui est en face de nous. Donc c'est pour cela que nous devons nous retrouver. Il n'y a pas d'exclusion possible. Tous les opposants doivent venir pour qu'ensemble nous puissions mettre ensemble ce que nous avons en tête comme idée pour la République et rien que pour la République. On ne vient pas faire l'opposition contre un individu ou contre qui que ce soit, mais c'est pour le bien de la République. Vous avez été vous-même opposant avant de rejoindre le gouvernement, mais il y en a quand même qui ne sont pas là. Et pas le moindre. Moïse Katumbi n'est pas venu, Martin Fayulu n'est pas là. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Les Délices Sanga et autres. On parle déjà dans l'opinion d'un échec avec ces manques de cohésion et d'adhésion de tout le monde. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais Perrault, vous savez, vous connaissez mon parcours politique. J'ai plus œuvré dans l'opposition que dans le pouvoir. J'ai rejoint Kabila en 2016 après le dialogue de Kodjo ainsi que de la Senko. C'était pour faciliter à ce qu'il y ait l'alternance politique. Nous sommes des acteurs. Je suis un des acteurs de l'alternance politique. Même si aujourd'hui je me trouve dans cette situation, mais c'est lui-là qui dirige. Aujourd'hui, doit savoir que nous, on a été des cobayes pour qu'il y ait l'alternance politique. Mais de toutes les façons, les opposants ne se sont tous rencontrés au même moment. Que ce soit à Genval, que ce soit à Gorée. L'actuel président, Félix Tshisekedi, on a été avec lui à Gorée, il sait ce que je dis. Quand nous étions partis à Gorée pour faire le plan contre le pouvoir Kabila, est-ce qu'on était tous là-bas? Non, ça a été toujours comme ça. L'opposition chez nous est multiforme, voilà. Donc, ils auront peut-être leur temps de venir, ils n'ont pas eu le temps, peut-être ils ont des contretemps, selon leur calendrier. Mais certainement, pour moi, le désir, c'est que nous soyons tous ensemble. Maintenant, on ne peut pas obliger un opposant de venir dans une réunion. Donc, c'est ça aussi l'opposition. Une autre critique quand même à votre endroit, on dit de vous que vous êtes des opposants à la solde du Rwanda. Est-ce que vous prévoyez de condamner le Rwanda et de condamner la rébellion du M23 par exemple? Mais vous savez que les gens qui disent aujourd'hui que nous sommes à la solde du Rwanda, mais on a été dans l'opposition avec tous ces gens, y compris Félix Tshisekedi. Mais ils n'ont qu'à demander à Sami Badibanga. On a été tous des présidents de groupes parlementaires. La guerre du M23, là, nous étions invités. À l'époque de Kabila, nous de l'opposition politique. On ne nous avait pas traités de la sorte. Est-ce qu'à cette époque-là, on était à la sorte de Rwanda? Le Tshisekedi père, qui a été toujours avec les Rwandais, qui l'avait déjà traité qu'il était à la sorte de Rwandais? Non, mais qu'on arrête avec ces discours-là. Il y a un problème profond au Congo qu'il faut traiter. Mais le président de la République, garant des institutions de la République, il dit, lui, il va convoquer son dialogue à lui. À mon avis, je trouve que c'est un monologue qui pourra aller assister à ce monologue. En tout cas, pas moi. Je ne suis pas prêt à céder à cela. Voilà. Et il doit savoir que pour qu'il accède là, il y a eu des gens qui ont souffert, qui ont travaillé pour qu'il y ait aujourd'hui l'alternance. Moi, j'ai été vice-premier ministre. Vous savez combien j'ai été payé? 13 200 $ par mois comme salaire. Aujourd'hui, un vice-premier ministre a combien? Mais pourquoi on avait accepté ça?
pas pour la gloire du pouvoir, mais c'est pour accéder, pour que nous puissions avoir l'alternance politique. Qui reconnaît ça aujourd'hui? Qui le reconnaît aujourd'hui? Mais quelquefois, il faut regarder derrière pour savoir où on va. Ok, we can go. Alors, Excellence Raymond Tshibanda, vous êtes un grand cadre du FCC, vous êtes pratiquement le patron du comité de crise de cette plateforme. Aujourd'hui, vous vous retrouvez ici au Kenya pour ces conclaves de l'opposition. Pourquoi avoir décidé d'organiser cette rencontre et pourquoi vous les faites ici au Kenya? Bon, en fait, premièrement, cette rencontre aurait dû être organisée il y a longtemps. Car si réellement nous voulons peser, si réellement nous voulons changer les choses dans notre pays, il est important qu'en tant qu'opposition, nous nous organisions. Que nous ayons la même vision du mal dont souffre notre pays et des réponses qu'il faut apporter pour guérir ce mal. Et cela ne peut pas se faire sans concertation entre les opposants. Alors je sais que cela ne plaît pas toujours, particulièrement à ceux qui gouvernent. Mais le principe de la gouvernance de certains, c'est diviser pour régner. Cela ne devrait pas nous surprendre ni nous inquiéter. Donc nous nous sommes réunis par devoir et plus tard que jamais, il était plus que temps qu'on se réunisse. Parce que chaque jour qui passe, la situation de notre pays devient de plus en plus précaire. Les masses souffrent trop, elles veulent que les choses changent pour le mieux. Face à cela, il est important que nous nous organisions. À Kinshasa, il y a des gens qui disent que vous vous organisez, vous êtes plutôt à la solde du Rwanda, vous ne condamnez jamais la guerre dans l'Est de la République, que vous n'êtes jamais contre Corneille Nangaa. Quelle est la recette pour vous finalement? Le président Tshisekedi a dit que si vous ne condamnez pas le Rwanda, vous ne participerez pas à son dialogue et qu'il n'appellera pas à son dialogue. La recette pour sortir le pays de cette crise pour vous, c'est laquelle? Dans tous les cas, écoutez, nous sommes des hommes de dialogue. Mais nous ne sommes pas prêts à participer à n'importe quel dialogue. Ce dont M. Tshisekedi parle, ce n'est pas d'un dialogue, c'est un monologue. Il veut que tous ceux qui seront là pensent la même chose que lui. Et c'est même la condition pour participer. Il faut que nous acceptions de ne pas réfléchir, que nous assumions les conséquences de sa réflexion à lui. Il définit le problème et il définit la solution. M. Tshisekedi fait partie du problème. Nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à ce type de dictat. Nous sommes des acteurs politiques responsables. Nous avons la connaissance de l'histoire de notre pays. Nous savons ce qui marche, ce qui ne marche pas. Nous avons voix au chapitre. Notre analyse est différente de celle de M. Tshisekedi. Il ne peut pas dire que nous, quand nous avons gouverné, nous n'avons jamais dénoncé ce dont il parle aujourd'hui, matin, midi et soir. Les archives sont là. Le Congo n'a pas commencé avec l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir. Comme les difficultés, les rapports difficiles avec les partenaires extérieurs, ainsi, ça n'a pas commencé avec M. Tshisekedi. Ce n'est pas en ressassant ça matin, midi et soir qu'on change quoi que ce soit. S'il se donnait la peine de revisiter les archives, y compris aux Nations Unies, il verrait qu'il n'y a absolument rien de nouveau qu'ils apportent sur ce terrain-là. Ça sera peut-être la dernière question. Vous êtes patron du FCC, votre autorité morale Kabila a été condamnée. J'ai vu que vous avez signé un communiqué. Il a été condamné à mort, appelé à verser plus de 30 milliards de dollars américains. C'est pour la première fois qu'un média du Congo vous est. Quelle est votre réaction par rapport à ça? J'ai vu qu'il y avait un communiqué assez sommaire, mais je voudrais quand même vous avoir votre réaction par rapport à ça. Non, le seul verdict qui nous importe, c'est le verdict de l'histoire. Pas le verdict d'une justice à la solde d'une dictature. Il n'y a personne de sérieux. Vous êtes des hommes de médias et des femmes de médias. Vous avez suivi les réactions à ce verdict. Dites-moi à votre avis, quel est le pourcentage d'adhésion à ce verdict-là, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Tout le monde sait qu'il s'est agi d'une mascarade. Nous dénonçons depuis longtemps l'instrumentalisation de la justice dans notre pays. Ce n'est pas le président Kabila qui est le premier frappé. Il est peut-être la plus haute autorité dans l'histoire de notre pays qui a été frappé par cette mesure. Mais des Congolais, des acteurs politiques ou non, sont condamnés de la même manière au terme des jugements qui ne sont même pas des procès. Alors pour nous, ce n'est pas une surprise. Nous avions dit qu'il ne s'agissait pas d'un procès, qu'il s'agissait d'une opération d'élimination politique.
Et je pense que les faits nous ont donné raison. Donc, ils ont décidé, c'est leur jugement. Ils n'ont qu'à savoir ce qu'ils en font. Je vous dis que nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Parce que le seul verdict qui nous importe, c'est celui de l'histoire. Est-ce qu'il y a un Merci risque beaucoup. pour... Alors, Maître Moïse Nyarugabo, Nyarugabo est parti de l'autre côté. Ouais. Je vous retrouve ici à Nairobi où vous participez au conclave de l'opposition. Parlez aux Congolais, quel est l'objectif de cette rencontre? Pourquoi vous avez décidé de vous retrouver ici? L'objectif principal, c'est de sauver le Congo. Il est en pleine déperdition. Et il n'y a pas un autre moyen de le tirer d'affaire. Le gouvernement actuel, il est en plein, je ne sais pas comment je peux qualifier, mais c'est de la vraie dictature. Quand on parle de la dictature, les gens pensent qu'on exagère. Mais le fait que tout celui qui pense autrement que Tshisekedi doit quitter le pays, doit fuir le pays ou faire la prison, c'est devenu la pensée unique. C'est ça la religion du pouvoir actuel. La pensée unique. Penser autrement est un crime. Si on n'a plus le droit à la pensée, on n'a plus le droit à l'opinion, on n'a plus le droit à la parole, qu'est-ce qui nous reste? Et donc, on ne peut pas laisser ce gouvernement continuer. Parce que justement, on commence à condamner un à un, à assassiner, à exécuter, à arrêter. Quand vous dites qu'il ne doit pas continuer, c'est quand même un gouvernement constitutionnel qui travaille sur base d'une constitution. Constitutionnel? Vous vous rappelez du nombre de machines à voter qu'il y avait dans les maisons des gens? Le président lui-même. Regardez, la CENI a donné la liste des personnes qui avaient des machines à voter. Alors, regardez le nombre de votes qu'il y avait pour chacun de ces députés, 82 plus ou moins. Alors, multipliez par le nombre de votes pour le président de la République, issus de ces machines-là. Comment on peut dire que ces machines à voter ont eu un impact sur les élections législatives et non sur les élections présidentielles? Comment? Donc, ce gouvernement-là, il n'a rien de constitutionnel. Parce que les élections 2023, il n'y a pas eu élection. Je ne sais pas si dans le monde, il y a déjà eu d'élections aussi chaotiques que ce qu'il y a eu dans notre pays. Juste un exemple. Les élections, c'est prévu pour une journée. Ça fait 7 jours. Personne n'en parle. Pourquoi on trouve toujours des excuses sur toutes les bêtises? Soyons sérieux. Si on n'est pas exigeant envers nous-mêmes, c'est le pays qui paye. Non, mais est-ce que vous n'êtes pas mal placé? Excusez-moi de vous amener quand même dans ces débats, je ne peux pas m'en empêcher. Vous êtes vous-même un Tutsi du Congo, dont on dit qu'ils sont traqués d'une certaine manière et qu'on dit qu'ils sont des valets utilisés par le Rwanda pour attaquer le Congo. Quand vous dites que ces pouvoirs n'est pas constitutionnel, alors que ces pouvoirs dit des opposants qui se retrouvent ici à Nairobi, que ce sont des opposants à la solde du Rwanda, donc vous complotez contre M. Tshisekedi pour arrêter le fonctionnement institutionnel et constitutionnel des institutions du pays. 3 petites choses à dire là-dessus. Nous avons un gouvernement d'incohérents et d'incohérences. En réalité, je voudrais avoir beaucoup de temps pour vous démontrer les incohérences du régime. On va faire une émission ici. Je promets à nos téléspectateurs. Rappelez-moi que je revienne sur les incohérences. Tshisekedi un jour dit que les Banyamulenge bazaba congolais bazaba ndekonabiso. N'est-ce pas? Mais juste dans la deuxième phrase, il met un bémol pour dire ils sont comme vous, les naturalisés britanniques. Et donc, les Tutsis congolais ne sont pas congolais comme les Congolais sont belges, britanniques et français. Ils sont congolais d'origine, comme Tshisekedi, ou peut-être même mieux que Tshisekedi parce que lui a un peu du sang angolais. Parce que maintenant on parle de la nationalité, on doit en parler. Qui est congolais, qui ne l'est pas? Tous ceux qui ont pris des nationalités belges, françaises, américaines, britanniques ne sont plus congolais selon la loi. Donc quand on parle de ça, on doit être sérieux. Mais comme la loi est faite pour les uns et pas pour tout le monde, c'est là le problème. Ça, c'est la première question. Dernièrement, d'ailleurs, il est revenu sur ces déclarations. Il dit tous les mixages et les brassages, c'est pour injecter des étrangers.
Et là, il parle de ce dont il avait parlé l'autre fois, il a déjà oublié. Comme c'est des incohérences, des contradictions, voilà le premier problème. Le deuxième, je suis Tutsi et je suis fier de l'être. Je ne renierai pas ça, je n'ai pas honte d'être Tutsi et de le réclamer. Je n'ai pas réclamé de n'être Tutsi. Comme vous n'avez pas demandé de n'être Kassayan. Comme Louis Tshisekedi n'a pas négocié de n'être Moulouba. Non. Alors, pourquoi moi je dois me gêner d'être Tutsi? Parce qu'il y a des Tutsis au Rwanda? Parce qu'il y a des Tutsis au Burundi? Parce qu'il y a des Tutsis en Angola? En Ouganda et ailleurs? De la même manière qu'à toutes les frontières, il y a des populations sur les différents pays. Un exemple, Perrault. Les Banande qui sont à Beni et Butembo, il y a un peuple en face. En Ouganda? Les Bakonjo, ils parlent la même langue, ils ont le même chef coutumier. Pourquoi ça ne pose pas problème? Pourquoi on ne dit pas que les Banande roulent pour les Ougandais? Pourquoi on ne maltraite pas les Runds, les Karunda, qu'il y a au Congo et qu'il y a en Ouganda et qu'il y a au Bandundu et ainsi de suite? Pourquoi? C'est pour les Bangwandi, les Ngwaka au Congo et en Centrafrique et partout ailleurs, sur toutes les frontières. Pourquoi? C'est pourquoi moi je considère que c'est une question de faciès. Or, la nationalité n'a rien à voir avec le faciès, n'a rien à voir avec la forme de la tête, n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Et donc, le troisième élément de réponse, c'est que justement ici, ce n'est pas une réunion de Tutsis. Donc, bon, on ne peut pas nous reprocher d'être dans la réunion de l'opposition parce qu'on va dire que nous travaillons pour le... Non, 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 non. Ici, il y a des Kassaïens et des Balouba, il y a des Ngwaka, il y a des gens de toutes les provinces et de toutes les ethnies et toutes les tribus du Congo. Comment c'est alors? Je vous donne l'occasion, vous condamnez le Rwanda, c'est un pays agresseur. Le condamner, pourquoi? Non, mais parce qu'il agresse le Congo. Qui a dit que le Rwanda agresse le Congo? Si on a besoin de quelqu'un qui insulte, qui injurie le Rwanda, on en a un au sommet de l'État. Il est spécialisé. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre? On a besoin que quelqu'un d'autre insulte le Rwanda? On a le chef de l'État spécialisé en cette matière. Et c'est la première fois qu'on a un président qui parle. Je ne veux pas m'avancer à qualifier ça. Ça suffit. Donc les autres, on doit réfléchir sur comment régler le problème congolais, comment régler le problème avec les voisins. Et l'injure n'est pas la réponse. L'insulte n'est pas la réponse. Et on doit examiner les causes profondes de la crise. Insulter, ça ne règle rien. On parle du Rwanda. Qui d'autre a des contacts avec le Rwanda plus que le monsieur Tshisekedi? J'ai déjà posé la question à Perrault. Le président Tshisekedi fait condamner le président Kabila pour une des raisons, c'est dire que, j'ai lu, j'ai suivi le procès, il est passé par le Rwanda pour aller à Goma. Et il soutient le M23. Alors, si par le contact avec l'AFC M23, on peut condamner quelqu'un à mort, mais le président Tshisekedi a envoyé des délégués plusieurs fois rencontrer l'AFC M23 à Doha. Ils ont même signé des accords. Pourquoi lui, on ne le condamne pas à mort? Pourquoi on ne condamne pas ces délégués à mort? Il a même envoyé les délégués rencontrer les Rwandais. Lui-même a rencontré le président Kagame plusieurs fois. Pourquoi on ne le condamne pas à mort? Donc ce sont des faux problèmes. Et il faut réfléchir profondément, identifier les vrais problèmes. Un des problèmes que le Congo connaît, c'est lui. C'est Félix. Et on ne peut pas trouver la solution sans qu'on trouve, disons, sans passer par lui. Le problème, c'est lui et la solution passe par lui. Merci beaucoup. Professeur Némi Moulania, vous êtes ici à Nairobi au Kenya où vous participez à ce congrès de l'opposition. Qu'est-ce que le Congolais doit attendre? Pourquoi vous avez décidé de vous retrouver ici, vous les opposants? Bon, je crois que c'était finalement un devoir patriotique, un devoir patriotique. Le pays se meurt. Et curieusement, on a un premier problème qui est très important. Ceux qui gouvernent le pays ne reconnaissent même pas la crise qu'il y a dans le pays
et plus loin encore, ne reconnaissent pas la gravité de cette crise. Rappelez-vous, le président Tshisekedi s'est retrouvé dans un des pays de l'Europe de l'Est où il avait clairement dit qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo. Et un de ses collaborateurs avait même dit qu'au Congo, il n'y a même pas de guerre. La guerre, c'est presque à 2000 km de Kinshasa. Donc je pense que c'était une exigence à un certain moment pour l'opposition politique et la société civile. Bref, les forces vives aussi, de pouvoir au moins eux, en ce qui concerne elles, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la première question, y a-t-il oui ou non crise dans le pays et une crise grave, de reconnaître ou pas, ce que ne fait pas le pouvoir jusque-là. Et deuxièmement, c'est encore important de faire cet exercice d'évaluation. Nous avons des institutions qui nous disent c'est presque des noms aujourd'hui parce que leur légitimité est mise en cause, non pas seulement parce qu'elles n'ont pas été élues, mais aussi parce que la population ne se reconnaît pas en elles. Et tous les besoins, tous les problèmes de la population restent entiers. Et donc, je pense qu'à un certain moment aussi, il était important que les forces vives, l'opposition politique et la société civile puissent évaluer et les actions menées par le gouvernement, mais aussi d'autres voies de sortie au niveau régional et international pour voir finalement mais d'où viendra la solution à ce problème du Congo. Certainement des Congolais eux-mêmes. Et enfin, je pense que, parce que toutes ces solutions n'ont pas été efficaces, il faut bien maintenant qu'on puisse réellement faire tourner le ménage. C'est-à-dire, le président Tshisekedi dit qu'il ne fera pas la guerre, il fera pas les dialogues avec vous parce que vous ne condamnez jamais le Rwanda. Quand vous dites que vous allez tourner les ménages, c'est quoi? Vous allez rejoindre Corneille Nangaa, que vous ne condamnez d'ailleurs pas souvent, ou presque pas, vous ne condamnez pas le Rwanda. C'est quoi la recette finalement quand vous dites que vous allez tourner les ménages? La question, la condamnation, la guerre, c'est une diversion. Nous constatons que... Le Rwanda n'est pas un pays agresseur, il n'agresse pas le Congo? Non, c'est une diversion, d'abord parce que nous avons été les premiers à exiger le départ de toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est plus que la farce de savoir si on doit reconnaître ou pas. Pourquoi toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo? Mais c'est parce que le président Tshisekedi occulte une réalité qui fait très mal au pays. Mais dites-moi, la partie nord de la République démocratique du Congo est sous contrôle de quel gouvernement? La partie sud du Sud Kivu, Uvira, Fizi, est sous le contrôle de quel gouvernement? Et lorsque justement on focalise l'attention sur un seul pays, nous disons non, la souveraineté du Congo doit être totale et entière. Donc nous allons au-delà de M. Tshisekedi. La deuxième chose, c'est que M. Tshisekedi a eu l'occasion de faire acter contradictoirement l'agression, la présence des troupes étrangères rwandaises sur le sol congolais. À Washington, devant témoins, lisez les deux accords signés à Washington. L'accord sur les principes fondamentaux et l'accord définitif entre le Rwanda et la RDC. M. Tshisekedi n'a pas fait mentionner que le Rwanda a agressé le Congo. Lisez aussi l'accord de Doha. Mais nulle part on a fait mentionner que notre pays est victime de l'agression. Alors si lui qui a la charge du pays ne fait pas mentionner que le pays est agressé, vous voulez que ce soit qui le fasse? Et enfin, il faut faire très attention, le pays va très mal. Prenons la dimension sécuritaire, Pérou. On parle beaucoup du Rwanda. Mais une ONG, un consortium d'ONG congolaises et internationales, dénommé Lisanga, vient de sortir un rapport qui vous rappelle mais la situation sécuritaire à l'ouest, dans les Bandundu, le Congo central, et même à Kinshasa, ou avec le Mobondo. Mais cette crise a fait 5000 morts aujourd'hui. Qui s'en occupe? Lorsque c'est tout près même de Kinshasa, au fait, dans Kinshasa, Maluku, c'est dans Kinshasa. Mais dites-moi, qui parle de la situation à Ituri? En Ituri, où justement, on ramasse des morts tous les jours. Mais la recette, c'est laquelle? Attendez, C'est bien ça. avec le Codeco. Vous savez ce qui est grave?
C'est que, mais l'armée considère le Codeco comme c'est supplétif, alors que tout le monde sait justement tous les méfaits de la Codeco. Dites-moi enfin, ces morts-là de Béni, hein, dues à l'affaire des ADF et consorts, vous vous rappelez que notre pays est sous état de siège depuis combien d'années? Est-ce que vous avez interrogé M. Tshisekedi pourquoi il reconduit cet état de siège alors que jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas donné de résultats? Donc je pense à un certain moment, s'il y a un problème, alors ce problème-là est plus profond que la rhétorique de tous les jours. Mais la recette, c'est laquelle? C'est la question que je pose. Non, allez rejoindre Corneille Nangaa. La solution la plus rationnelle, c'est justement celle qu'il est en train de refuser aujourd'hui. Le dialogue. C'est-à-dire un vrai dialogue inclusif et qui devait permettre aux fils et aux filles du pays de reconnaître collectivement la gravité de la crise que connaît le pays et de définir les voies de sortie ensemble. Maintenant, Perrault, on peut s'interroger, s'il est en train d'esquiver cette voie, que cherche-t-il lui-même? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Parce que quand on sort de la rationalité, on est dans quoi? Dans l'irrationalité. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Ce qui est vrai, c'est que les Congolais ne méritent pas tout ça. Le Perrault, il y en a même qui disent que c'est une crise vieille de 30 ans. Et quand on parle de Sun City, c'est un jeune homme de 29 ans qui est arrivé et qui a dit, j'aime la métaphore utilisée par Eli Kambokolo. Il dit, il a appelé les rebelles qui étaient là. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, nous voulons ceci. Ah, prenez. Vous autres, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons ceci. C'est ça, Sun City. Et à la fin, elle a dit, ok, avec tout ça, on peut réunifier le pays. Le pays a été réunifié. Il y a eu une transition pacifique qui a donné lieu à quoi? Qui a donné lieu à une constitution. Et puis, bon, voilà, autant de cycles électoraux. Et puis, le transfert pacifique de pouvoir. Deuxièmement, en 2012, mais on a eu cette crise sécuritaire avec les mêmes, l'M23. Et ça s'est résolu comment? Kabila quitte, il laisse 9 ans de paix derrière lui et il transfère un pays en paix et uni. Qu'a-t-il fait de ce pays, M. Tshisekedi? Avez-vous déjà posé cette question à lui et à ceux qui gouvernent avec lui? Excellence, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Tout est bien qui finit donc bien. On va se retrouver demain parce que, comme je vous ai dit, le conclave se termine demain. Le représentant, ou plutôt les participants à ces assises, se sont donné rendez-vous demain. Et ces assises se termineront probablement avec une déclaration finale. Je vous retrouve demain. Restez branchés sur nos programmes. Continuez à nous suivre. Retrouvons-nous demain, probablement pour la suite et la fin de ces conclaves des opposants réunis ici à Nairobi, au Kenya. Grand merci à vous. Restez donc branchés sur nos programmes et à demain.